club. Vous êtes ici? Oui. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club. C'est votre magazine inclusif de toute la scène française. C'est votre rendez-vous quotidien avec celles et ceux qui font l'actualité musicale. Et en cette veille de week-end, direction les clubs, direction les discothèques, même à la maison avec du son qui fait danser. Ce soir, nos invités sont Yann Wagner. À ses côtés, David Blow refait 50 ans de musique électronique, de house en BD. Des clubs gays de Manhattan au Daft Punk. C'est le chant de la machine, un album culte réédité plusieurs fois, signé par un homme tout aussi culte, Radio Nova, c'est lui, et il est présent dans le film Eden, le film de Mians and Love. Comment vous regardez cette histoire? Alors même que vous signez cette histoire, le chant de la machine, avec bien sûr l'épisode de la French Touch. J'en parle un peu dans la préface ouais. À la fin, mais c'est ça. Dans la postface. Dans la postface, exactement, puisque la bande dessinée vient de ressortir, et comme elle était sortie aux États-Unis, quand elle est sortie aux États-Unis, ils m'ont demandé, elle avait des dates d'il y a 20 ans, ils m'ont demandé aux États-Unis d'écrire un texte un peu sur les 20 dernières années. Bon, c'est des longues théories. Il y a aussi Simon Reynolds l'a pas mal développé dans son livre Rétromania, si je dis pas, c'est ça. Ouais. Que j'ai jamais lu par ailleurs, mais on m'a dit que mon texte s'inspire, qui est proche, mais je l'ai pas lu. Bref, je sais pas, il y a eu un truc au début des années. Nous, c'est vrai, quand on a grandi dans les années 80-90, on était fascinés, notamment quand les techno house sont arrivés, par la nouveauté. On rejetait tout ce qui était le passé parce que c'était tellement neuf qu'on avait envie d'entendre tout le temps ces nouveaux sons. Et je sais pas, il s'est passé quelque chose au début des années 2000. Il y a eu ça a été éphémère, mais un retour du rock qui était pas du tout prévisible. Et puis je pense qu'Internet a vraiment changé la donne et qu'il y a un besoin d'ingurgiter les choses, il y a une facilité pour se pencher vers le passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas un revival, il y a 50 revivals en même temps. Si vous voulez écouter des années 80, vous en avez, de la boogie disco des années 110, vous en avez, je vois des jeunes amateurs de jazz, je me suis dit, mais ils vont au New Morning tous les soirs écouter du jazz, chose qui n'était pas possible avant. Et ça c'est assez c'est pas que rétro, c'est juste peut-être qu'on a maintenant, ça va être nouveau avec Internet, un bagage permanent qui va être en nous et qui fait que pour les puiser et découvrir la musique, on peut s'amuser avec énormément de choses. Est-ce qu'on avance autant que... Il y a des théories aussi, hein, les dernières machines, enfin, le cap à la machine, qui est un truc depuis les années 50, mais jusqu'aux années 90 pour arriver à la techno, on va où après? Les machines ont été inventées, je sais pas, le musicien peut parler, mais on va où après? Et ça a été une sacrée révolution, et peut-être qu'elle était après 2000, et post 2000, nous, on se projetait dernièrement, on se projetait dans les années 80-90, on a grandi avec l'an 2000, qui était un espèce de futur. C'est quoi le futur aujourd'hui? Même 2099, on peut pas fixer une date comme ça. Yann Wagner, peut-être un commentaire, parce que justement les machines, si vous en êtes un spécialiste, ouais. Ouais, les technologies, elles sont hyper importantes. Moi, j'ai commencé un peu fétichiste avec les vieux synthés et tout ça. Et maintenant, en fait, j'en suis vraiment revenu en voyant qu'il y a vraiment des nouvelles façons de faire. C'est-à-dire que j'ai pu côtoyer les petits gars de Bagarre, par exemple, pour qui j'ai fait un remix, et ensuite ils m'avaient demandé de faire des trucs et tout ça. Et j'ai vu leur façon de travailler, par exemple. C'est presque diamétralement opposé à ma manière de faire, mais donc c'est vraiment une manière nouvelle. Et eux, ils sont totalement décomplexés, quoi. Je pense que par rapport à cette histoire de temporalité, moi, je pense que la temporalité est totalement chamboulée. Ils s'en fichent. Maintenant, il y a des trucs super bien qui sortent aujourd'hui, des trucs qui sont sortis il y a 50 ans, pourquoi pas. Enfin, c'est pour ça que parfois, quand on me dit que je fais de la musique des années 80, je trouve ça presque un non-sens aujourd'hui, puisque c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'effectivement toutes les décennies sont accessibles et sont à peu près au même niveau. Ça doit être que des gens qui ont vécu les années 80 qui doivent te dire ça, mais quelqu'un de jeune va jamais te dire tu fais de la musique des années 80. Non, exactement, pas comme ça, quoi. Alors aujourd'hui, donc, nouvelle édition du Chant de la Machine. C'est un livre culte, une BD culte que vous connaissez, j'imagine. Mathias Cousin, donc, au dessin, et puis David Blow, qui est le héros, la tête pensante du duo. Vous connaissiez cette Tout à fait, oui, je l'ai à la maison. J'ai la même à la maison. C'est pas cette édition-là, moi j'ai la deuxième édition, je m'en étais servi, comme je disais, pour ma thèse. Pour votre thèse, ouais. Puis évidemment, c'est un sujet qui m'intéresse, et puis toute la French Touch, tout ça. J'ai commencé la musique alors qu'il y avait tout ce truc qui arrivait, Cassius, Chateau Flight, etc. Enfin, ouais, donc c'est sûr que, et puis Daft Punk, évidemment. Alors, on retrouve vraiment toute l'histoire depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, de ce que pouvait être donc la house music et les musiques électroniques. Qu'est-ce qu'il fallait ajouter aujourd'hui dans la postface, en fait? Eh ben, c'est ça, la BD s'arrête. Elle est un peu en gueule de bois, la bande dessinée. Bon, en plus, Mathias Cousin, un dessinateur, qui tête pensante. Mathias était extrêmement tête pensante. Je me permets de le rappeler. Je suis pas arrivé avec un scénario écrit. Il y a plein de pages. C'est Mathias, c'est une collaboration. C'était vraiment un de mes meilleurs amis. On était
très proche. On le voit un peu, vous l'avez cité tout à l'heure, donc on voit notre amitié dans le film Eden de Tout à fait, de Me and Love, ouais, où vous êtes mis en scène. Vincent McCain joue votre rôle. Bon, il s'appelle pas David, mais c'est moi. Et il y a des scènes tournées dans mon appartement. Et il y a Romain Kolinka qui joue Mathias Cousin, qui lui ressemble beaucoup physiquement. Ce qui a été très troublant d'ailleurs, je fais une parenthèse, quand ils ont tourné, Mia a tourné les scènes chez moi où on reconstitue. Vous êtes en train de regarder un film, Showgirls. Bah oui, on regarde tout est avec les Daft Punk chez moi. C'est-à-dire que je retrouvais. C'est dingue, une sorte de mise en abîme. Surtout chez moi, parce que moi j'avais le petit dans ma chambre, ça se tournait au salon, et moi je voyais sur un petit écran ce qui se passait dans ma chambre avec des gens qui étaient censés être mes amis d'il y a 20 ans, qui étaient encore dans mon salon, on recrée. Donc ça, oui, au niveau méta, c'était assez puissant. Bref, il y a eu une petite gueule de bois un peu post, mais c'est normal, c'est un truc de génération. On est arrivé à la trentaine, il y a un truc un peu French Touch. Il y a quelque chose de dingue. On s'est retrouvé à faire des soirées entre 25 et 30 ans à l'autre bout du monde, de manière complète, jusqu'à Playboy Mansion, l'Australie, machin. Lundi, on recevait Boombas ici, qui nous a raconté, il suffit de lire son livre, son autobiographie, qui nous a raconté toutes ces années, en effet, absolument délirantes dans le monde entier, des soirées à Ibiza, et j'en passe, sous influence et compagnie. Oui. Et donc il a fallu, Louis il a l'idée, la BD on l'a pas touchée de toute façon. Elle raconte, le dessin, c'est fini. Elle raconte cette histoire, mais après oui, j'ai écrit un texte où j'ai essayé de voir un petit peu quelles ont été les tendances. On l'a abordé là, mais c'est ce que tu dis. En fait, ce qui ne change pas, ce qui change, c'est les manières de faire, la manière d'écouter, c'est les médias. Je sais pas le terme exact, mais c'est pas dans l'art véritablement que dans la manière de faire. Ça amènera des transformations de l'art, très franchement. Mais on n'écoute plus la musique de la même manière, on travaille plus la musique de la même manière. C'est ce que tu viens de dire, et ça a permis quoi, par exemple, la domination, l'hégémonie anglo-saxonne qui était vraiment omniprésente quand on a grandi, ou la culture de son pays avec des quotas pour les aider artificiellement d'ailleurs, mais c'était l'hégémonie anglo-saxonne. Là, elle est sacrément remise en cause. Si on voit le type leader du streaming sur un réseau qui fait beaucoup de mal à la musique, je ne veux pas citer, mais c'est Bad Bunny. Bad Bunny, il est portoricain. Et les trois premiers peuvent être des gens à l'autre bout du monde. Et ça, c'est très, très, très nouveau qu'on ait une culture globale. La langue anglaise reste très importante, mais alors les Anglais n'en parlons même pas, c'est un écroulement depuis 30 ans en musique par rapport aux années où il y avait Bowie, Elton John, U2, je peux les citer comme ça, les gens, ça ne veut pas dire qu'ils continuent pas à produire des choses passionnantes, mais ils ont beaucoup moins, à part Ed Sheeran, tout ça, il ne reste plus du tout les charts. Il n'y a plus de leadership en fait. Non, il n'y a plus de leadership anglais, les Américains restent énormes, mais ce qui se passe en Amérique du Sud est monumental au niveau des ventes, ce qui se passe en Afrique se traduit pas forcément encore en vente colossale, mais ça va le devenir. Vraiment, il y a une culture globale et Internet a vraiment permis ça. Donc les médias, les moyens, les manières. On parlait hors antenne de TikTok, on peut s'en manquer, mais il se crée des choses nouvelles sur TikTok dans la manière de créer la musique, dans la manière de la recevoir. Donc c'est plus ça qui a changé et c'est passionnant. Qu'est-ce que ça va nous amener après? On verra, mais on est en train de aussi par ailleurs, ce que je dis un peu je mélange un peu tout, je suis désolé, mais avant on était très vertical. Il fallait et je trouvais ça bien aussi d'ailleurs. Ça manque un peu aujourd'hui parce qu'il y a tellement de musique qui sort que le filtre de la maison de disques n'existe plus comme avant. Bon, c'était mauvais, on le critiquait. On voit aussi que ça avait des bons côtés parce qu'il n'y avait pas autant de musique que ça. Mais aujourd'hui, avant, c'était très vertical. L'artiste star, le Bowie ou le Prince donnait le là avec la maison disque, il impose et vous êtes au bout de la chaîne et c'était génial. Là aujourd'hui c'est fini, ça, la verticalité elle est complètement disparue, tout ça est pour moi beaucoup plus horizontal et les gens sont un peu d'égo à égo et puis et le succès se fait de manière très bizarre. On parlait hors antenne d'un ami Yann qui s'est mis à cartonner via un morceau sur TikTok qu'il avait fait il y a quelques années. Bon, d'un coup il peut faire des concerts où il y a plein de jeunes qui viennent voir parce qu'ils ont entendu son morceau sur TikTok. C'est très très étonnant et très surprenant, quoi. Quand vous avez relu, j'imagine, parce que vous l'avez encore relu cette BD, même si vous ne pouviez rien changer, est-ce qu'il y a une époque plus particulièrement qui vous a intéressé avec le recul aujourd'hui? Moi je continue à être fasciné par ce que j'ai pas vécu. La BD on l'a sortie en deux parties à l'époque aux éditions Delcourt. Il y avait la première partie, c'est ce qu'on n'avait pas vécu, ça s'arrêtait en 87-88. La deuxième c'était le début des rêves, ce qu'on avait vécu avec Mathias. Et le ton est très différent, c'est vrai. Et le dessin est très différent. Et le dessin est très différent. Il y a un côté très crumb pour la première partie, et un côté un peu moins crumb pour la deuxième. Il s'est affirmé, il passait par des phases ligne claire, puis à la fin c'est complètement débridé. Mathias avait une personnalité assez forte aussi, mais graphiquement on part vraiment dans des lignes vraiment d'épuration. Les gens comprennent pas. D'ailleurs, des fois les gens croient qu'il est malade au dernier chapitre. Non, c'est une volonté. Ouais. Mais quand on raconte ce qu'on a vécu, oui, il y a un peu plus de gueule de bois. Donc ce qui me fascine, il continuera à me fasciner toujours, même si je passe pas ma vie à m'enquêter là-dessus. Mais ce qui se passe dans les années 50, 60, 70, dès qu'on me raconte un club dans un endroit, il y a toujours des histoires tellement géniales. Machin est arrivé à telle heure dans tel club, dans tel truc. Les lieux sont beaux, les lieux sont intéressants, les lieux ont des choses à dire aussi. Ça
ça continue à me passionner. Ça, j'avais commencé à faire quelque chose d'ailleurs à New York. Je m'étais approché d'une société de préservation du patrimoine, qui, aux États-Unis, c'est pas vraiment une idée très forte dans leur façon de penser la société, mais et j'avais commencé à faire le tour de tous les clubs historiques de la ville de New York, en fait, en me prenant en photo et en essayant de faire l'historique du building. Ils ont tous disparu. Hein. Ah oui, ils sont tous devenus soit parking. Bureau, ou même complètement rasé, quoi. Ouais. Ça, c'est intéressant, je pense, parce que ça reste des marqueurs d'une ville, les clubs. On l'oublie, surtout en France, on a tendance à vraiment plutôt mépriser, même un peu les discothèques, quoi. C'est des limonadiers. Il y en a beaucoup, mais c'est quand même des lieux de création aussi. Bien sûr. Ouais. Vous, qu'est-ce qui vous avait marqué, Yann, quand vous aviez lu à l'époque Le Chant de la Machine? Est-ce qu'il y avait une époque ou un personnage qui vous avait plus particulièrement troublé? Ah, moi, c'est Mancuso, David Mancuso. Je trouve ça un personnage. Alors pour les auditeurs, il faut resituer. C'est le créateur du loft. C'était des sortes de soirées privées, en fait, un club privé. Dans son appartement. Ouais, dans son loft. Ouais, dans son loft. Et donc il y a eu plusieurs adresses. Je crois qu'il y avait une sorte de ponche au LSD à l'entrée. Et il mixait en fait, c'était un audiophile, c'est-à-dire qu'il avait des enceintes Klipschorn qui étaient incroyables. Voilà, donc je crois qu'il passait les morceaux du début à la fin. Du début à la fin, il mixait pas. J'ai lu une interview quand je fais des enquêtes sur Chant de la Machine. Je connais pas ce David Mancuso, je le connais à peine. On dit son nom, et puis je vois une interview de lui. Il dit j'ai arrêté de mixer en 1983. Et moi, la phrase, qu'est-ce que ce délire, la techno n'existe pas encore, que le mec a déjà arrêté de mixer. Donc, à 83, Mancuso, alors moi, depuis, je l'ai rencontré quand on a fait le Chant de la Machine, et c'est vrai, bon, il est décédé il y a pas si longtemps, c'est vraiment le DJ des DJ, le parrain des DJ. Des gens comme Larry Levan ou Frankie Knuckles, qui vont faire la house music, ont débuté au loft de David Mancuso. J'ai 1000 histoires à vous raconter sur ce bonhomme. J'ai une histoire, c'est un enfant, en fait, ce type. À 70 ans, je me tramale avec lui, on passe le cours carré du Louvre, et je vois David Mancuso courir aux 4 extrémités pour clapper des mains, parce que l'acoustique, il arrive chez moi, la première chose qu'il me dit, very good acoustique. Je l'amène chez un ami, le premier truc, au bout de 5 minutes, on se retourne, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de démonter sa platine pour bien remettre, pour faire en sorte, écoutez, quand on faisait les soirées respect ou été d'amour avec David Mancuso, il venait la veille, ce qu'aucun DJ au monde fait, pour refaire tous les branchements, et il se trimballe avec un vumètre pour que le son soit pas trop fort, parce que pour lui, c'est très important que le son ne soit pas trop fort. Si vous connaissez un DJ qui se trimballe avec un vumètre, vous me l'amenez. On retrouve tout ça dans Le Chant de la Machine aux éditions Alia. On va se quitter avec